On va commencer par vos questions. Vous pouvez continuer à les poser, d'ailleurs, via le chat. Une question, moi j'appelle ça bricolage. Le tuyau d'évacuation peut être branché sur une prise Sega. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur Bontou. Florence, alors qui m'a posé cette question-là? Aurélie Mabila me dit mon tuyau n'a pas d'adaptateur Sega. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, bon, c'est plus un sujet qu'on abordera cet après-midi, mais si elle n'a pas d'adaptateur Sega, ben, il faut qu'elle s'en fournisse un. Donc ça existe et ça Ça se met existe, voilà. sur le dispositif existant. C'est quelque chose de Voilà. standardisé. D'accord, donc ça se trouve et vous conseillez, on l'a bien vu, hein, de Alors, rejeter dans le on dispositif. abordera ce sujet-là cet après-midi Très en bien. détail. Ça s'appelle un teasing. Ça va Voilà. obliger les gens qui sont là ce matin à revenir cet après-midi. Où est-ce qu'on peut... Ah, elle est rigolote cette question-là, Madame Florence Molia. Où est-ce qu'on peut acheter les différents appareils de métrologie? Ça sous-entend que est-ce que je peux faire les mesures moi-même, j'imagine? Oui, c'est ce que je Ouais. précisais. Effectivement, les appareils de métrologie en temps réel permettent d'être autonomes sur la mesure. Alors vous avez effectivement deux dispositifs qui ont été présentés. Donc les marques sont sur les diapos de la présentation et il y a des distributeurs, il y a différents distributeurs en France ou en Europe que vous pouvez contacter pour avoir ces dispositifs. Il faut savoir qu'ils ont un coût de à peu près 1 millier d'euros à plusieurs milliers d'euros. Donc il faut avoir la capacité pour pouvoir investir aussi dans ce sujet-là. Mais encore une fois, en termes de prévention, il est important de contrôler que les concentrations sont conformes à ce qu'on attend. Alors on continue sur ces appareils de métrologie. Question d'Erwan Suir. Le dispositif en temps réel, c'est le G200. Il y a un dispositif qui est G200, oui, c'est ça. Fonctionne tel quel ou est-ce qu'il a besoin d'une sorte de sonde branchée sur le dispositif pour faire le prélèvement et le calcul de la valeur? Non, alors en fait, oui, je ne l'ai pas présenté en utilisation directement, mais sur l'appareil, on va brancher un tuyau, il y a un petit orifice d'entrée, et on va brancher un tuyau qu'on va placer après au niveau des voies respiratoires des soignants. On va placer malgré tout un filtre à la sortie de ce tuyau, parce que je l'ai expliqué quand j'expliquais le principe. Le détecteur répond également au CO2 et à l'eau, mais essentiellement au CO2. Donc on va placer un filtre qui va piéger le CO2 de manière à ne pas altérer le signal par le CO2 pour la mesure du protoxyde d'azote. Question de Jérôme Mescam, toujours pour vous, Monsieur Langlois. Qui réalise généralement les mesures dans les établissements de santé? Alors dans les établissements de santé, les mesures donc par la méthode indirecte sont aujourd'hui essentiellement réalisées par les laboratoires de CARSAT dans le cadre de l'accompagnement de mise en œuvre de mesures de prévention. Donc je pense que chaque établissement peut faire appel à son correspondant CARSAT qui pourra l'aiguiller vers les laboratoires qui font les prélèvements, les analyses. Et puis il existe aussi, on les a identifiés, des laboratoires privés qui aujourd'hui, on a identifié 2 laboratoires privés qui font ce type de prestations. On a organisé là tout récemment un essai interlaboratoire avec ces 4, les laboratoires de CARSAT et les laboratoires privés, pour évaluer leurs performances. Et je pense qu'aujourd'hui, on encourage aussi d'autres laboratoires du champ de la mesure des expositions professionnelles à acquérir ces méthodes, qui sont des méthodes assez classiques, pour pouvoir répondre à la demande, parce que je pense qu'avec l'actualité sur le méopa, on va avoir un accroissement de ces demandes. Donc le premier réflexe, c'est d'aller voir sa CARSAT. Dans le cadre de l'accompagnement de la mise en place de mesures de prévention qu'on discutera cet après-midi, oui, c'est toujours le teasing. On verra qu'il y a la CARSAT Bretagne qui interviendra conjointement avec le CHU de Rennes. Donc le premier contact, c'est ça, effectivement. Et puis après, une fois que les dispositifs sont mis en place et qu'on a réduit les expositions, si on veut faire du contrôle, on fait appel à des organismes privés. Alors on revient sur ces dispositifs de métrologie. Les 2 appareils présentés en lecture directe doivent-ils être calibrés? Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose d'essentiel, parce que ce sont des appareils qu'il faut calibrer régulièrement. Généralement, on dit 1 fois par an, mais ça peut être un peu plus. Et surtout, très, très important, je l'ai dit aussi, l'interférence, qu'on appelle l'interférence, c'est-à-dire la réaction croisée du CO2 et de l'eau. Il y a une partie filtre à changer assez régulièrement sur le détecteur, parce que la réponse peut être totalement faussée. On peut avoir une réponse positive, alors qu'en fait, le détecteur mesure du CO2 ou de la vapeur d'eau. Donc oui, une calibration, ça c'est essentiel. Édile Langlois, je continue avec vous. Question de Baptiste Fiorini. Oui. Quelle valeur de référence d'exposition des soignants pour le service de santé au travail?
Alors, quelle valeur d'exposition, c'est ça? Quelle La valeur valeur limite? de référence d'exposition. Alors aujourd'hui, encore une fois, on en a parlé, enfin, je pense que Jérémy de Saint-Georges l'a présenté tout à l'heure, hein, il y a une recommandation qui a été faite par l'ANSES basée sur des points de vue toxicologiques, avec deux valeurs de référence qui sont 25 ppm, 45 mg par mètre cube sur 8 heures. Donc, c'est-à-dire que la concentration sur 8 heures moyennée ne doit pas dépasser les 25 ppm, et sur un quart d'heure, cette concentration ne doit pas dépasser 125 ppm. Ça, ce sont les valeurs qui sont recommandées par l'ANSES dans le cadre de l'établissement d'une valeur limite d'exposition professionnelle. Baptiste Fiorini demande s'il est possible d'avoir un capteur de protoxyde d'azote permanent dans la salle de soins. Alors, c'est possible aussi d'utiliser ces capteurs dans la salle de soins, effectivement. Alors, quand on mesure l'exposition professionnelle, c'est mieux de faire du prélèvement sur opérateur, parce que, bon, ça n'a pas été évoqué ici, mais il y a une forte variabilité spatiale et temporelle de la concentration, et la concentration sur l'opérateur n'est pas la même qu'à 2 mètres de l'opérateur, donc, et souvent elle est moins élevée, parce qu'on va diluer le gaz, et l'opérateur est situé juste au-dessus de la source de méopas. Donc c'est préférable de le porter en individuel, mais effectivement ça peut également servir d'indicateur de concentration ambiante. Francis Bontou, une question pour vous, et je sais que vous allez me dire, on y reviendra cet après-midi, mais on ne peut pas laisser la dentiste qui nous a posé cette question, après avoir vu le tableau des expositions par type de soins de Eddy Langlois, sans réponse. Alors, Madame Léa Vanian-Venuise, j'espère que vous serez là cet après-midi, mais Madame nous dit qu'elle est dentiste et qu'elle est amenée à soigner des patients anxieux en utilisant soit un masque bucco-nasal ou un masque nasal. Tout ça pour administrer le méopas. Selon vous, est-ce qu'on est plus exposé, parce que le professionnel de santé, le dentiste, est plus exposé au gaz en utilisant un masque nasal ou un masque bucco-nasal? Qui répond, Monsieur Langlois, Monsieur Bontou? C'est des questions qu'on attendait Oui. plutôt cet après-midi. Oui. Je savais que vous alliez me dire ça. Je vais quand même faire un effort pour y répondre. Nasal simple enveloppe peut-être, parce qu'il y a nasal simple et double enveloppe, mais voilà, sur les deux cas peut-être. On a testé un certain nombre de masques de type nasal en laboratoire. Alors pour tout dire, sur ce type de masque, on n'a pas eu l'efficacité qu'on aurait pu attendre en termes de protection pour les soignants. On avait placé beaucoup d'espoir, je crois. On avait passé beaucoup d'espoir dans ce dispositif-là pour de nombreuses raisons que je ne vais pas expliquer ici. Et nos résultats en laboratoire ont été assez décevants vis-à-vis du niveau de protection de ces dispositifs. Et on a donc choisi de ne pas les garder pour notre campagne de terrain. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant des résultats de laboratoire qui ne sont pas très positifs, mais on n'a pas aujourd'hui de résultats de terrain parce qu'on n'a pas souhaité poursuivre. On a préféré se focaliser sur les dispositifs qui étaient sortis comme très intéressants dans nos études de laboratoire. Donc qu'est-ce qu'on répond à notre dentiste en lui disant d'être là cet après-midi parce que ce sera développé? Déjà. Plutôt un masque bucco-nasal qu'un masque nasal, ou oui. Ni l'un ni l'autre? Par rapport à l'état de nos connaissances, oui, masque bucco-nasal, et puis avec un certain nombre d'éléments qu'on vous apportera cet après-midi. Oui. On a bien teasé l'après-midi. Oui, je crois que... Vous aurez envie de rester avec nous voilà. Tout à l'heure après le repas. Alors peut-être une dernière question, celle de Diane Chouet à Eddy Langlois. Faut-il faire des mesures d'ambiance en simultané aux mesures individuelles? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible. Hein, mais ce qui est important, c'est quand même ce que l'opérateur ce à quoi il va être exposé. Et je dirais la façon la plus sûre, certaine de mesurer cette exposition, c'est de faire un prélèvement au niveau des voies respiratoires de l'opérateur. Encore une fois, rien n'empêche de faire des mesures d'ambiance, peut-être pour voir, constater. Je crois qu'il y a une question qui a été posée aussi. Tout à l'heure sur la densité du protoxyde d'azote qui aurait tendance à aller vers le sol. Hein. Je en profite pour répondre à cette question parce que ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au cours de nos interventions. Et certaines personnes vendent des systèmes de ventilation avec un captage par le sol parce que on a l'habitude de dire que le protoxyde d'azote est plus lourd que l'air, mais en fait c'est un gaz et comme la plupart des gaz, en fait, à partir du moment où il s'échappe dans une pièce, il va prendre tout l'espace disponible. C'est-à-dire qu'il va être aussi bien en hauteur qu'au sol. Et donc, on n'a pas de raison d'attendre une concentration plus élevée au niveau du sol qu'au niveau des voies respiratoires ou au-dessus.
Pour répondre aussi à cette question, si on avait un local complètement fermé sans ventilation et qu'on y mettait du protoxyde d'azote dans l'air, peut-être que si on revient quelques jours, voire quelques semaines après, on aurait une concentration un petit peu plus élevée au niveau du sol qu'au niveau du plafond. Mais de toute façon, pendant un soin, le protoxyde d'azote, il va se retrouver partout. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de mesurer la concentration atmosphérique.